C'est lui qui m'a accueilli au lycée Dr Daouda Sow, les bras ouverts. Donc, Monsieur Fall, félicitations encore une fois pour votre promotion, à savoir, vous êtes actuellement le proviseur du lycée XCM1. Je salue Monsieur le censeur, Monsieur le parrain, Monsieur Touré, chers collègues professeurs de SVT, les PRT qui ont à leur charge le club EVF du lycée XCM1. Je salue également l'ensemble des collègues qui sont ici présents. Et je vais particulièrement longue date. Il me donne beaucoup de courage quand je suis devant un public. Voilà, Monsieur Seydi, donc bonsoir. Également, je vais saluer les panélistes ici présents, les conférenciers, Madame Sambou, Madame Badiane et Monsieur Ba et notre cher présentateur. Donc bonsoir à tout le monde. Ok, bonsoir. On est là aussi pour compléter ce que les élèves étaient en train de dire tout à l'heure ou bien pour apporter quelques explications sur la contraception, comme a dit M. Bodian tout à l'heure. La contraception, on a dit que c'est l'emploi de méthodes visant à empêcher un rapport sexuel, pour que le rapport sexuel ne puisse entraîner une grossesse ou bien une grossesse indésirable. C'est en quelque sorte l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes pour diminuer la probabilité de conception, d'action locale ou générale à d'efficacité et ou entraîner des contraintes variables. Parmi ces méthodes, on va avoir des méthodes naturelles, des méthodes artificielles comme des méthodes chimiques, des méthodes hormonales que M. Bodian va tout à l'heure expliquer. On va d'abord commencer sur les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles, la première méthode pour expliquer le coït interrompu. Le coït interrompu, c'est un mot latin qui signifie coitus interruptus en latin. C'est une méthode du retrait. C'est une pratique sexuelle ou un moyen de contraception qui consiste à interrompre le rapport sexuel vaginal juste avant l'éjaculation. C'est-à-dire avant l'éjaculation, le partenaire homme va retirer son sexe du vagin pour ne pas permettre aux spermatozoïdes d'accéder dans le vagin. Monsieur Bodian va amener d'amples explications sur cette méthode. Donc, merci Madame Sambou. Donc, je vais lancer l'appel que le proviseur a lancé tout à l'heure, à savoir prêter oreille attentive à l'exposé car ça pourra servir. Alors, parmi ces méthodes qui nous permettent d'éviter une grossesse, vous avez ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles, ce sont des méthodes pour lesquelles le couple n'utilise aucun moyen, aucun dispositif et pourtant peut éviter une grossesse indésirée. La première méthode naturelle est appelée le quoi interrompu. Quand vous entendez quoi interrompu, c'est dit que le mâle, le garçon, doit juste retirer son pénis juste avant l'éjaculation. Ah, cher public, je dis que ça, ce ne serait pas du tout facile. Parce que c'est une méthode qui dit aux garçons, au moment où vous allez atteindre votre orgasme, votre plaisir intense, vous devez retirer votre pénis du vagin pour ne pas éjaculer à l'intérieur. Je vous dis sincèrement, c'est très difficile pour un garçon de pouvoir assumer ceci. Donc, moi à votre place, si j'étais une fille, j'aurais pas confiance. Je dirais que le garçon pourrait acquérir un retard avant de retirer son pénis. Du coup, il peut y avoir des gouttes qui échappent et le sperme peut traîner dans le vagin. Donc, c'est pas sûr du tout. Même si le garçon arrivait à réussir cette méthode, juste avant l'éjaculation, même si le garçon arrivait à retirer son pénis et ne pas éjaculer à l'intérieur, attention, car les deux partenaires peuvent avoir envie de faire une deuxième passe, c'est-à-dire de recommencer la méthode. C'est là où le danger arrive. Car
Après une première éjaculation, vous avez le pénis qui est là, avec ce qu'on appelle un canal que l'on appelle urétère. Le garçon a déjà éjaculé, le sperme sort. Mais dans ce canal-là, il peut traîner encore quelques spermatozoïdes. Du coup, si le couple décide de faire une deuxième passe, un deuxième rapport sexuel, le danger c'est quoi? Même si le garçon arrive à retirer le pénis avant la deuxième éjaculation, pendant les rapports sexuels, la deuxième passe, les spermatozoïdes qui traînaient dans ce conduit-là pourraient s'échapper grâce à ce que l'on appelle le liquide pré-spermatique. C'est un liquide qui est sécrété avant l'éjaculation. Et ce liquide-là peut faire entraîner ces spermatozoïdes dans le vagin. Et le garçon va éjaculer une deuxième fois et se dire « Félicitations, voilà le sperme, je n'ai pas éjaculé à l'intérieur. » Mais attention, le liquide spermatique qui est là peut faire échapper quelques spermatozoïdes. Donc votre méthode ne va plus être efficace. Ce qui pourrait conduire à une grossesse. Autre problème, c'est quoi? C'est une méthode qui n'offre aucune garantie, en savoir sur la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. D'où le problème à éviter également avec cette méthode-là, bien vrai que ça ne demande pas un coût financier, mais les risques de grossesse sont importants. Donc, Madame Sambou, par rapport à cette méthode, c'est ça qu'on avait à expliquer un peu. Et je vous redonne la parole pour passer aux autres méthodes. Monsieur Bodian, pour ces explications claires et pertinentes, on va passer à une autre méthode naturelle que l'on utilise le plus souvent, c'est l'abstinence périodique. C'est la méthode du collier de 28 perles. Les 28 perles, c'est le cycle. On va prendre un cycle régulier qui compte 28 jours. Maintenant, tous les cycles ne sont pas réguliers. Il y a des cycles de 30 jours, de 26 jours. Mais en général, la majorité des femmes ont un cycle de 28 jours. Il va expliquer un peu sur cette méthode d'abstinence périodique. Donc pour cette méthode abstinence périodique, cher public, s'il vous plaît, votre attention. Alors, c'est la méthode la plus utilisée, mais malheureusement, c'est la méthode la moins comprise. Voilà. L'abstinence périodique, vous savez, il y a ce qu'on appelle le cycle sexuel, qui est basé sur le principe à savoir que l'ovulation survient une seule fois le mois. D'où la détermination du cycle sexuel. Ce cycle, d'habitude, on dit, généralement, ça dure 28 jours. Alors, pour l'abstinence périodique, il faut déterminer ce qu'on appelle la période féconde et éviter d'avoir des rapports sexuels pendant cette période féconde-là. Comment on calcule la période féconde? Ça, tout le monde peut le faire après cet exposé. Tout le monde désormais peut savoir. En tant qu'une fille, vous pouvez désormais savoir que si je fais un rapport sexuel pendant tel jour, je pourrais tomber enceinte si toutefois je ne me protège pas. Comment on détermine cette période féconde? Alors, on estime à 28 jours le cycle. On va essayer de représenter les 28 jours. Et il faut savoir que la référence, c'est le premier jour des règles qui constitue le premier jour du cycle. Donc, jour 1 correspond à l'apparition des règles. Premier jour des règles. Donc, R pour dire règles. Dès que vous voyez vos règles, dites-vous que c'est le jour 1. Alors, pour un cycle de 28 jours, à moins. Et on vous dit que l'ovulation, ça intervient au 14e jour du cycle. C'est important. Donc, on va marquer ce 14e jour en moyenne. Voilà. La jeune fille a déjà délimité un cycle de 28 jours et suppose que l'ovulation doit arriver au 14e jour. Et tout le monde sait que les règles, d'habitude, ça dure combien de jours? 5 jours. Très bien. La fille va se dire que jour 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avoir 5 jours de règles. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de bien encadrer votre période féconde. La période pour laquelle, si toutefois vous avez un rapport, vous pouvez tomber enceinte. Alors, on vous a appris, M. Dem vous a appris que pendant le cycle sexuel, l'ovulation qui survient au 14e jour, donc ovulation,
M. Dem vous a appris que la période post-ovulatoire, c'est-à-dire après l'ovulation, c'est une période qui ne varie pas. C'est toujours 14 jours. En même temps, il vous a dit que la période avant l'ovulation peut varier, avec des variations de plus ou moins 4 jours. Ça veut dire qu'au lieu que l'ovulation survient au 14e jour, vous pouvez avoir un plus qui peut aller jusqu'à 4 jours. Donc on va déterminer. On va dire ça peut être le 14e jour, plus 4, ou bien le 15e jour, le 16e jour, 17, 18. 14 plus 4, c'est 18. 10e jour, ça peut être le 13, ça peut être le 12, ça peut être le 11, ou bien le 10. Voilà, je vais mettre cette période-là en rouge. Pendant toute cette période-là, l'ovulation peut survenir à tout moment, entre le 10e et le 18e jour. Alors, ce n'est pas dit que je peux faire n'importe quoi le 9e jour. Attention, il y a d'autres paramètres à tenir en compte, à savoir la durée de vie du spermatozoïde. Vous savez, le spermatozoïde dans les voies génitales féminines, à l'intérieur, peut vivre là-bas jusqu'à combien de jours? Jusqu'à 2-3 jours. 3 jours, 72 heures. Donc attention, la fille s'est dit du 10e au 18e jour, je ne dois pas faire de rapport. Mais attention, le spermatozoïde peut vivre 3 jours à l'intérieur et attendre un ovocyte 2 ou bien un ovule, communément appelé ovule. Donc sa durée de vie c'est 3 jours. Donc il faut prendre en compte ces 3 jours-là. On va dire, si toutefois j'ai un rapport jour 9, le spermatozoïde peut rester là-bas et attendre un ovule qui peut arriver le jour 10. Donc, danger grossesse. Également, jour 8, danger, jour 7. Donc 3 jours pour le spermatozoïde. Donc du 7e jour, à partir du 7e jour de mon cycle, je ne dois pas avoir de rapport. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes pourraient rester là-bas à l'intérieur et attendre un ovule qui pourrait survenir le 10e jour. Donc c'est un danger. Donc ici nous allons l'appeler danger lié au spermatozoïde. DS pour dire danger lié au spermatozoïde. Ensuite, l'autre paramètre à tenir en compte, c'est la durée de vie de l'ovocyte 2. Cet œuf-là qui est émis par la femme et qui peut être fécondé par un spermatozoïde pour donner un bébé. Il faut tenir en compte sa durée de vie. Si toutefois la fille a ovulé le 18e jour, l'ovule, sa durée de vie c'est combien de jours? 24 heures, un jour. L'ovule a une durée de vie de 24 heures. Ce qui veut dire que vous ovulez le 18e jour, l'ovule peut rester là-bas jusqu'au jour 19. Ce qui fait qu'un rapport qui intervient le jour 19 pourrait être fécondant. Donc attention, on va mettre ici 19 pour dire c'est un danger ovule. Est-ce que vous me suivez? Donc 19 pour dire danger ovule. Du coup, dans un cycle de 28 jours, la fille qui commence à compter depuis le premier jour du cycle va se dire, bon, je compte du 7 au 19e jour, là je ne fais rien. C'est une période de danger, danger absolu. Maintenant, il reste combien de jours dans le cycle qui sont, disons, sans danger? Dans un cycle de 28 jours, il reste combien de jours? Vous avez déjà consommé, disons, 19 jours, il reste 19 à 28, 28 moins 19 c'est 7. C'est combien? 9. Donc la fille, donc cette période sans danger, je vais mettre ça en vert pour dire que le feu est vert, entre guillemets. Les voitures peuvent passer.
vers, ça commence le 20e jour du cycle. Donc à partir du jour 20 jusqu'au jour 28, la voie est libre. Les voitures peuvent passer, circuler librement, sans danger de télescopage. Attention, ici, cet intervalle-là, dans cet intervalle entre le 5e et le 7e jour, d'habitude, nous sommes tous des croyants. Pourquoi je n'ai pas parlé de cette période-là comme étant une période sans danger? Parce que nous sommes des croyants la plupart du temps. Et on nous interdit d'avoir des rapports sexuels pendant cette période des règles. N'est-ce pas? Donc cette période sera exclue. C'est une période sans rapport. Je vais mettre ça en rouge. Pendant les règles, il ne faut pas toucher à la femme. Ce n'est pas hygiénique même. Alors, il reste un seul jour, 6, avant 7. Le 6e jour. Ce 6e jour également pourrait être dangereux. Parce que moi, on m'a appris quand j'étais élève que la longévité des spermatozoïdes, c'est 3 jours. Mais attention, il y a des spermatozoïdes qui sont têtus et qui peuvent rester dans le vagin jusqu'à 5 jours. 5. Les plus têtus vont rester à attendre 5 jours. Du coup, dans un cycle, dites-vous, du 1er jour au 20e jour, je n'ai pas le droit d'avoir un rapport sexuel car ça pourrait être fécondant. Mais à partir de 20, là, voilà, la voie est libre. Merci. Merci, Monsieur Bodian. C'est très clair. Merci beaucoup. On va passer à l'autre méthode naturelle qui reste. Je pense que c'est la surveillance de la température corporelle et la méthode de la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est un liquide fabriqué par les glandes de l'endomètre du col. Maintenant, cette glaire cervicale va changer d'aspect suivant la période qu'on est. Quand on est en période d'ovulation, ce n'est pas le même aspect que quand on n'est pas en période d'ovulation. Par exemple, en dehors de la période ovulatoire, la glaire cervicale va ressembler un peu à du lait caillé. Maintenant, pendant la période ovulatoire ou bien le jour de l'ovulation, on va avoir une glaire cervicale qui va ressembler à du blanc d'œuf cru, du blanc d'œuf qui n'est pas cuit. Maintenant, on voit l'aspect de cette glaire cervicale. On saura qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ovulation. Et ce jour-là, on pourrait attraper une grossesse. Je pense que vous pouvez apporter quelques explications sur cela. Cette méthode abstinence périodique, à part cette méthode de détermination de la période féconde, on peut également utiliser une autre méthode qui nous permet de déterminer la période féconde. C'est celui de la surveillance de la température corporelle. Alors, on dit chez la jeune femme, pendant le cycle sexuel, à partir de l'ovulation jusqu'à la fin du cycle, vous avez la température corporelle qui s'élève juste le jour de l'ovulation, qui s'élève de 0,5 degrés et reste élevée jusqu'à la fin du cycle. Donc la jeune fille peut surveiller sa température corporelle. Le jour où elle constate qu'elle a une légère fièvre, elle peut se dire attention, cette fièvre pourrait être le jour de l'ovulation. Car pendant l'ovulation, le jour, vous allez sentir une légère fièvre. Il faut associer cette légère fièvre à ce qu'on appelle la surveillance de l'aspect de la glaire. La glaire cervicale, c'est ce liquide-là que vous appelez les pertes blanches. Alors, la glaire peut avoir deux aspects. Pendant les périodes non fécondes, vous allez avoir une glaire qui est dense, très dense et qui est peu abondante. Et pendant la période féconde, pendant l'ovulation, au moment où vous sentez la fièvre augmenter, vous allez voir que votre glaire cervicale devient abondante, mais également va avoir un aspect filant. Donc ça devient plus fluide et vous allez sentir que c'est plus abondant. Donc ceci associé, les deux associés ensemble, pourront vous permettre de savoir que vous êtes en période de chaleur ou bien en période féconde. Ok, merci beaucoup. Ce sont les méthodes naturelles. Comme avait dit M. Bodian tout à l'heure, ce sont des méthodes qui sont peu fiables.
c'est aussi des méthodes qui ne protègent pas contre les maladies comme le sida, comme l'hépatite B, les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est des méthodes qui ne sont pas fiables. Maintenant, on peut faire recours à des méthodes artificielles, c'est-à-dire des méthodes chimiques, des méthodes mécaniques, d'autres méthodes qui sont un peu beaucoup plus fiables que ces méthodes-là qu'on vient de citer, qui protègent la femme à 90%, 98% pour ne pas tomber enceinte. On peut commencer par le préservatif masculin ou le préservatif féminin. Merci. Les méthodes naturelles, leur inconvénient, c'est que ça ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Vous le faites avec un partenaire qui a une maladie, il peut vous contaminer. D'où l'intervention de ces méthodes-là que l'on appelle les méthodes locales. C'est des méthodes qui non seulement assurent une contraception efficace, mais également qui vont vous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Parmi ces méthodes, nous avons le préservatif masculin. Alors, le préservatif masculin, c'est le moyen le plus connu, communément appelé la capote. Alors, ici, le préservatif, ce que je vais dire là-bas, il est là. Le préservatif masculin. Pour l'utiliser, il faut juste prendre une précaution qui consiste, quand vous allez enfiler le préservatif sur le pénis en érection, il faut prendre le soin de laisser un petit espace, il ne faut pas tout enfiler dans le pénis, il faut laisser un petit espace qui va permettre de recueillir le sperme. Sinon, si vous ne le faites pas, après éjaculation, le sperme pourrait remonter et se déverser dans le vagin. Ce qu'il faut éviter. Également, si vous ne le faites pas, vous risquez peut-être d'emprisonner des bulles d'air qui pourront faire interrompre le préservatif et vous essuyer votre méthode. Deuxième méthode locale, Madame Sambou. On peut avoir le préservatif féminin, je pense que c'est ici, regarde ici. À côté de ce préservatif masculin, il faut savoir qu'il y a un autre préservatif qui est le préservatif féminin. Même les filles doivent utiliser des préservatifs. Voici le préservatif pour la fille. Alors, on l'utilise. Comment l'utiliser? C'est comme ça à peu près que se présente l'appareil génital de la femme. Avec ici les ovaires. Ici vous avez ce qu'on appelle l'utérus. Là c'est le col de l'utérus. On prend ceci. La femme va faire entrer ça à l'intérieur du vagin. Ça c'est le vagin. Et va fermer cette entrée-là. Ça va se placer à ce niveau, à l'entrée de l'utérus, ce qui permet, pendant les rapports sexuels, après éjaculation, ceci va empêcher au spermatozoïde de traverser pour aller féconder l'ovule. Il y a un autre préservatif féminin, c'est celui-là. Ça c'est féminin. Ça présente deux anneaux, le grand anneau et le petit anneau. Le petit anneau qui se met à l'intérieur et le grand reste à l'extérieur pour couvrir l'appareil génital. Alors c'est gênant parce que les hommes l'accusent d'être trop gênant parce que ça recouvre les parties extérieures de la femme. Du coup, l'homme ne voit pas ce qu'il fait. Donc, on préfère voir ce que l'on fait que ne pas voir ce que l'on fait. Les méthodes locales, ce sont des produits que la jeune fille doit utiliser, mettre. C'est comme une mouche, hein, comment on l'appelle encore, des comprimés que vous pouvez utiliser, mettre ça dans le vagin. Hein. Un gel, voilà. C'est comme un gel que la femme peut mettre dans le vagin 15 minutes avant les rapports. 15 minutes. Alors, ce qui est gênant, c'est quoi? Après les rapports sexuels, l'homme doit éjaculer à l'intérieur. C'est ce gel-là qui doit tuer tous les spermatozoïdes. Mais ce qui est gênant, c'est quoi? Après l'utilisation, après les rapports, la femme doit rester 8 heures de temps sans se laver. 8 heures
pour permettre au gel de tuer tous les spermatozoïdes. Donc c'est gênant. Le dispositif intra-utérine, est appelé le hystérilet. Alors, ce hystérilet, il est là, très petit, qui nécessite vraiment une application médicale des médecins et des sages-femmes qui doivent placer ça à l'intérieur de l'utérus, ici, comme ça. Du coup, vous avez un filet qui est là, un filet en platine. C'est ce filet-là qui doit déborder à ce niveau pour permettre de le retirer une fois terminé. Vous le placez dans l'utérus, vous pouvez le laisser là-bas de 2 ans à 4 ans. Voilà, ça peut vous assurer une contraception jusqu'à 4 ans. Mais ce qui est gênant, c'est quoi? Ça nécessite des vérifications périodiques d'un expert. Il faut tout le temps aller à l'hôpital pour des vérifications périodiques. Donc là également, c'est efficace, c'est bien. On peut ajouter à cela les pilules combinées, séquentielles. Il n'y en a pas. Merci. À cela, il y a ce qu'on appelle les méthodes chimiques. Les méthodes chimiques, c'est quand vous prenez des pilules combinées. Quand on dit pilules combinées, c'est une dose d'oestrogène et de progestérone, qui sont des hormones sexuelles de synthèse, qui permettent parfois l'ovulation, parfois ça peut empêcher l'ovulation. Ces pilules sont là, c'est 28 pilules. Chaque pilule doit être prise pendant 1 jour du cycle. Le conseil, c'est quoi? Alors, il ne faut pas confondre les pilules. Vous avez des flèches qui vous indiquent comment prendre les pilules. Quand vous commencez la pilule le premier jour du cycle, à 8 heures, il faut prendre la pilule tous les jours à 8 heures. Donc, respectez les jours et l'heure de prise. C'est important pour respecter la dose. Et ça permet d'éviter la grossesse de 3 façons. Soit la pilule va agir sur ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire pour éviter qu'il y ait ovulation. Soit la pilule va agir sur la glaire cervicale qui va devenir dense et constituer un blocage pour les spermatozoïdes. Soit ça va agir sur ce qu'on appelle la muqueuse utérine également pour provoquer une atrophie, ce qui peut avoir comme conséquence l'absence des règles, donc aménorrhée. Donc il y a certaines pilules, vous ne les prenez pas, vous ne verrez pas vos règles. C'est important. Comme la ligature des trompes. On l'appelle également contraception d'urgence. La fille qui a un rapport sexuel non protégé. Alors, le coup est déjà parti. Mais heureusement, il y a une pilule qui est là, une pilule de rattrapage, qui peut éviter la grossesse. Donc, après un rapport non protégé, vous prenez cette pilule que l'on appelle le Norplan. La pilule peut éviter la grossesse. Comment? Il faut la prendre seulement avant 72 heures. Donc, j'ai eu un rapport non protégé aujourd'hui. D'ici 72 heures, j'ai le temps pour acheter cette pilule et la prendre. Ça peut m'éviter une éventuelle grossesse. Mais vous attendez plus de 72 heures, la pilule ne sera plus efficace. Donc, c'est ça qu'on appelle. Hein? Elle était là, mais bon, je ne la vois plus. Voilà, elle est là. Voici la pilule. Ça coûte combien? Ça coûte combien? 3 000. Ah. Ça coûte vers 4 500. C'est une seule pilule, vous le voyez, une seule pilule. Vous avez un rapport non protégé, vous pouvez vous rattraper. Elle va vous protéger contre une grossesse. Ça coûte 4 500 ou 3 500. N'est-ce pas? N'est-ce pas, M. Dem? Alors, pour terminer, nous allons terminer par ce qu'on appelle les méthodes irréversibles. Il y a des méthodes généralement destinées aux femmes mariées qui ont déjà beaucoup d'enfants, qui décident d'arrêter. Alors, ces méthodes, on les appelle des méthodes irréversibles. Quand vous prenez ces méthodes, c'est fini. Vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfants pendant le restant de vos jours. Ces méthodes peuvent s'appliquer chez le garçon comme chez la fille. Pour le garçon, on fait ce qu'on appelle une vasectomie. C'est-à-dire, il y a un conduit où doit passer les spermatozoïdes. Un conduit qui vient des testicules. Il faut couper ces conduits-là. Du coup, le garçon va éjaculer, mais dans l'éjaculat, il n'y aura pas de spermatozoïdes. Donc le garçon ne sera plus fécondant. Et il n'y a pas une autre technique pour
pour faire revenir la fécondité. Pour la femme également, ces conduits-là, l'œuf est produit à ce niveau. Ces conduits-là peuvent être fermés comme ça, par des ligatures. Faire une ligature des trompes. Donc les attacher. Du coup, il n'y aura plus possibilité entre un spermatozoïde qui vient et l'œuf qui est là, les deux ne pourront plus jamais se rencontrer. C'est des méthodes qui sont irréversibles, pas de retour en arrière. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter quelque chose. Vous avez vu les méthodes naturelles, on a dit que ça ne protège pas à 100%. Parfois, on essaie les méthodes naturelles, mais on va toujours tomber enceinte. Ce pas des méthodes qui sont sûres. Les méthodes artificielles, pour la plupart des méthodes, c'est des inconvénients. Par exemple, quand vous prenez le stérilet, vous le placez au niveau de l'utérus. En général, quand vous allez décider d'avoir un enfant, cette méthode-là va rendre votre col léger. Ce sont la plupart des femmes que vous voyez qui vont accoucher à 7 mois, 6 mois. L'enfant va vouloir sortir parce que le col n'est plus normal. Vous avez déformé votre col avec le matériel que vous avez posé là-bas. Donc c'est une méthode qui n'est pas bonne. En plus de cela, on a les comprimés, c'est-à-dire les pilules, qui vont avoir des inconvénients. Ça donne en général le cancer. La plupart des cancers des ovaires, cancers du sang, sont causés par les pilules. Et aussi, on peut avoir des problèmes de la thyroïde. C'est comme une augmentation de la glande thyroïdienne. Le goitre, c'est aussi causé par certaines méthodes contraceptives. Donc, en quelque sorte, ce pas des méthodes qui sont bonnes, ce pas des méthodes qui sont fiables. Ce qui est bon, ce qui est fiable, surtout quand on n'a pas encore de mari, c'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Oui, voilà. Je vous conseille, ces élèves, de vous abstenir. Il ne faut pas laisser aux hommes de détruire votre corps. Il ne faut pas laisser aux hommes aussi de détruire vos études. Vous êtes enfant, vous n'avez pas de mari, il ne faut pas avoir d'enfant.